Parfait. Donc, ben, bienvenue tout le monde. Même si vous êtes un petit groupe, là, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Puis, n'hésitez pas, là, justement, si vous voulez ouvrir la caméra même ou le micro, si vous voulez parler, là, ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec vous de vive voix, puis pas juste dans le clavardage. Mais évidemment, vous pouvez utiliser le clavardage aussi. Bon, mais je sais que certains d'entre vous me connaissaient déjà. Donc, je suis Julie Bolduc-Duval, la directrice du programme à la découverte de l'univers. Et là, je vais vous en parler plus dans une seconde. Je vais juste vous partager aussi. Oups, c'est pas le bon lien. Ça sera pas long. Je voulais vous envoyer. Oui, voilà. Donc, dans le chat, je viens de mettre, vous avez accès aux diapositives. Vous allez voir, il y a beaucoup de liens. Donc, des fois, je vais vous mentionner, vous pouvez aller là, pour avoir plus de ressources. En fait, le but du webinaire, c'est vraiment de vous montrer, pour aller un peu au-delà du Soleil et des 8 planètes, vous parler de d'autres façons d'apporter le système solaire en classe, vous montrer des ressources qui, nous, on connaît, mais peut-être que vous ne connaissez pas parce qu'évidemment, vous n'avez pas toutes les ressources en astronomie auxquelles nous, on peut penser. Vous montrer des beaux endroits pour fouiller aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens et qu'on vous partage évidemment tout ça. Rapidement, je veux commencer par la reconnaissance du territoire. On travaille du côté de la réconciliation avec les peuples autochtones aussi, partager les connaissances en astronomie de différents groupes. Donc, juste reconnaître que ben, on n'est pas basé juste à un seul endroit. Par contre, notre programme, là, moi, personnellement, je suis en territoire Abénaki. euh, et que la reconnaissance du territoire autochtone, c'est vraiment une première étape pour la réconciliation, mais ce n'est définitivement pas tout. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite fortement à aller voir le site Whose Land. Vous pouvez voir le territoire, les différentes nations qui y vivent, les différents traités aussi, peut-être aussi qui ont été signés, en tout cas d'une certaine façon, sur le territoire où vous êtes. Donc, c'est très intéressant de faire ce processus-là. Je l'ai fait il y a plusieurs années. J'ai beaucoup appris et je continue à en apprendre de plus en plus pour aller vers ça. Donc, à la découverte de l'univers, c'est un programme d'éducation en astronomie. On existe depuis 2011, mais on est quand même un tout petit programme. Donc, moi, je suis la directrice basée à Thetford Mines. Mon équipe est répartie entre Toronto, Ottawa, Kingston, un peu, c'est ça, à différents endroits. Mais ce qui a vraiment aidé le programme, c'est qu'en 2016, ça a été adopté par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto. Donc, c'est vraiment eux qui nous supportent le plus, malgré que c'est offert aussi, c'est supporté par les astrophysiciens partout au Canada. Donc, on essaie de fournir de l'information crédible, justement, des ressources éducatives pertinentes pour vous en classe, pour vous aider en classe. Puis, dans le fond, j'ai dit le monde d'éducation parce que ça peut être aussi des fois des l'éducation informelle, des gens qui font des activités avec des groupes de jeunes qui aimeraient parler d'astronomie, ne savent pas trop comment, ben, on est là pour vous aider. Donc, c'est un programme national, on le fait dans les deux langues. Toutes nos ressources, là, pas mal, sont offertes en anglais-français. C'est gratuit et c'est surtout en ligne. Des fois, on fait des formations en personne, mais c'est quand même plus souvent en ligne. Euh, donc, voilà ma petite introduction. Euh, le système solaire, si des fois, en fait, quand je vais en classe, ça m'est déjà arrivé même de voir dans un livre directement, c'était écrit système solaire égale soleil plus planète. Et ça m'a fait réaliser à quel point on met l'emphase sur les planètes, justement, mais pas nécessairement sur le reste, hein. Et ça a amené beaucoup de confusion, entre autres, avec la nouvelle catégorie de planète naine. En fait, quand Pluton n'était plus une planète à partir de 2006, quand la catégorie a changé, je me souviens de gens qui me disaient, mais Pluton n'est plus dans le système solaire. Pour eux, si Pluton n'était plus une planète, ça n'était plus dans le système solaire, puisque le système solaire, dans leur tête, c'était Soleil plus planète. Donc, moi, je veux vraiment briser cette idée-là, vous montrer qu'il y a plein de mondes intéressants dans le système solaire, hein. Et on va mettre l'emphase justement au cours de la présentation sur quelques mondes méconnus et que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, notre système solaire, c'est quoi? Ben, en fait, c'est composé de tout ce qui est lié au Soleil par la force gravitationnelle. Tout ce qui est en orbite autour du Soleil fait partie du système solaire, hein. L'image qu'on voit là n'est vraiment pas à l'échelle. On va revenir un peu avec les enjeux d'échelle plus loin. Parce que là, c'est difficile, on ne peut pas le présenter à l'échelle, c'est trop grand. Il y a trop de vide dans le système solaire que ça soit intéressant sur une image. Mais on voit déjà que le Soleil, oui, il y a des planètes, il y a comètes, astéroïdes, mais là, c'est vraiment caricatural un peu dans cette image-là. On va revenir à tout ça.
Mais déjà, justement, pour vous montrer, là, ceux qui rentrent en passant, là, moi, je ne sais pas comment ça apparaît pour vous, mais je vous donne l'option de pouvoir ouvrir votre micro si vous avez des questions. J'avais mis le Zoom en mode webinaire et non rencontre, et j'aime beaucoup plus quand tout le monde on peut se parler. Pour vous donner une idée justement de différents objets pour vous aider à connaître un peu ça, on a créé il y a quelques années une activité, c'est basé sur une activité qui vient d'un organisme aux États-Unis. Euh, je vous la montre rapidement. En fait, ça c'est le PDF, là, mais si je descends rapidement, c'est qu'on a 28 cartes comme ça d'objets du système solaire que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Vous ne savez peut-être pas qu'il y avait un astéroïde qui s'appelait Anne Frank. Cérès, Dactyle, Deimos, Eris. C'est des photos qui sont très belles. Les objets ont été visités par des sondes. Il y a aussi plusieurs objets qui, bof, les images sont pas si belles parce que c'est un point tellement loin dans le système solaire. On ne les voit pas très bien. C'est un peu en infrarouge. On a pris la photo rouge, infrarouge. Bref, ça donne une image de ce style-là. Euh, c'est pas très beau comme image, finalement. Mais voilà, en fait, c'est 28 cartes et le but, c'est de les distribuer aux jeunes, là, c'est un paquet par équipe, là, disons, de quelques personnes, et là, de leur demander de classifier ces objets-là. Et là, c'est sûr qu'ils vont vous demander, mais ça, est-ce que c'est un astéroïde ou c'est une comète? Et le but, c'est de dire toutes les infos que vous avez, comme les scientifiques, ils pourraient avoir. Tu sais, les scientifiques, dans le fond, quand on trouve un objet dans le ciel, il n'y a rien dessus, il n'y a pas une étiquette géante qui dit je suis un astéroïde ou je suis une planète. C'est nous qui avons inventé ces catégories-là. Donc, on s'est servi des images, des objets, la grosseur, la distance du Soleil, la composition, puis autour de quoi c'est en orbite, hein, pour catégoriser les objets du système solaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Premièrement, les jeunes vont découvrir plein d'objets dont ils n'ont jamais entendu parler. Là, je dis les jeunes, honnêtement, cette activité-là, quand je la fais soit avec des jeunes ou des adultes, ça fonctionne toujours. Déjà, de découvrir les cartes, les manipuler, c'est intéressant, trouver les objets. Et ensuite, de se casser un peu la tête, mais ça rentre dans quoi? Est-ce qu'on y va par orbite, par grosseur, par composition? Bref, il n'y a pas de réponse parfaite, hein. Et on l'explique, là, c'est vraiment un peu pour faire réfléchir les jeunes un peu à la façon, la difficulté de catégoriser les objets du système solaire. Alors voilà, je vous invite à aller la télécharger et à regarder ça. C'est une belle activité. Vous imprimez les cartes une fois, puis vous les avez aussi pour plusieurs années, hein. Si ça vous intéresse, regardez ça. Et si vous l'essayez en classe, là, ça me fait vraiment plaisir, moi, de recevoir par la suite vos commentaires, votre rétroaction. N'hésitez pas à m'écrire. Je sais que vous êtes occupé, puis moi aussi, mais si vous me dites, hey, j'ai essayé telle activité, j'ai entendu parler dans le webinaire, ça a bien fonctionné, mais pas telle affaire, ou bien ça n'a pas fonctionné du tout, moi, ça m'aide vraiment de savoir. Moi, quand je veux la faire vivre, c'est différent de vous la faire vivre aussi. Est-ce qu'on pourrait améliorer la description et tout? Donc, ça m'intéresse de le savoir. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir vos rétroactions, même si ça n'a pas fonctionné. Tu sais, j'en ai vous pas, là, on veut le savoir aussi. Donc, premièrement aussi pour cet automne, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller dehors, aller observer les planètes. Ceux qui me connaissent depuis un petit bout, vous savez que je vous parle souvent de se reconnecter avec le ciel, d'aller dehors, d'aller observer. Et présentement, en fait, c'est un bon temps. On a les 4 planètes les plus brillantes dans le ciel. Ce que je vais faire, là, excusez, là, je saute 2 diapos rapidement parce que je vais tout de suite vous amener dans Stellarium Web pour vous le montrer. Stellarium Web, c'est un outil que j'adore. Peut-être vous l'avez déjà utilisé vous aussi. Dans le fond, ça change. Dans notre navigateur, finalement, on a un planétarium. Pour s'assurer d'être au bon endroit, là, moi, c'est un peu drôle, ça me dit juste near, comme près de, mais ça ne dit rien. Je vais juste aller vérifier souvent par défaut, avec l'adresse IP, ça me met à Victoriaville, ce qui est correct, c'est assez près de Thetford Mines, là. Et là, c'est comme ce soir, ça va tout de suite à la noirceur, donc ça s'est mis à 17h30. On regarde au nord, hein. Je vais aller du côté ouest en premier. Vous avez peut-être remarqué du côté ouest, avant qu'il fasse complètement noir, même, il y a une étoile très brillante de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Ce n'est pas une étoile, en fait, c'est la planète Vénus. Là, elle paraît grosse, mais en fait, Stellarium, plus l'objet est brillant, va le mettre plus gros. En fait, c'est un point de lumière qui est très, très lumineux. Elle domine cette partie-là du ciel, donc très facile à identifier. Par contre, il faut que vous ayez un horizon assez bas. Tu sais, comme là, présentement, si je vais bon, si je vais plus vers 17 heures. Tu sais, on voit, il commence à faire noir, là. Mercure, c'est toujours un défi à voir, honnêtement, là.
Vénus, avant qu'il fasse noir, on la voit du côté du sud-ouest, mais c'est pas très haute à l'horizon. Donc, si vous avez des bâtisses ou des arbres, ça peut bloquer la vue. Mais s'il n'y a rien qui bloque la vue, elle saute aux yeux. S'il y en a qui l'ont remarqué, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je la voyais, moi, par exemple, au jour en conduisant, c'était très évident, c'était devant moi. Vénus, en général, là, mais là, elle est assez basse dans le ciel, mais quand elle est dans le ciel, là, j'ai travaillé à l'observatoire en Victoria, en Colombie-Britannique, plusieurs années. Chaque fois que Vénus était dans le ciel, le soir, on avait des téléphones. Parfois, là, chaque jour, là, c'est quoi la chose brillante que j'ai vue dans le ciel hier? Ça capte l'attention des gens. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir, un, l'observer vous-même et inviter vos élèves à l'observer. Quand je vais en classe, que je demande qui a déjà vu des planètes, tu sais, il y a quelques-uns, là, peut-être, dont les parents sont plus intéressés, mais en général, les jeunes ne savent pas qu'ils peuvent facilement observer les planètes dans le ciel. On a aussi Saturne qui est dans le ciel en même temps que Vénus. Par contre, Saturne va être brillante, mais pas tant que ça. C'est dans le sens qu'elle va paraître comme une étoile brillante, mais elle ne saute pas aux yeux. Donc, c'est là qu'avoir des applications, il y a certaines applications sur nos téléphones cellulaires qui peuvent nous aider à s'orienter dans le ciel. Je vais en montrer quelques-unes là, dans les diapos. Ça peut vous aider à l'identifier parce que c'est moins évident. C'est sûr que Saturne, par exemple, je vous montre juste rapidement un Stellarium. C'est une chose de fun dans Stellarium, c'est qu'on peut zoomer. Donc, par exemple, vous avez un télescope que vous pointez vers Saturne, vous allez pouvoir voir ses anneaux et certaines de ses lunes. Mais en fait, probablement que vous verriez juste Titan, à moins d'avoir un très bon télescope. Titan, c'est sa plus grande lune. Et d'ailleurs, je vais en parler tantôt. On va aussi parler d'Encelade, Enceladus en anglais, donc deux des lunes de Saturne qu'on va parler tantôt. Donc, présentement, il y a Vénus et Saturne du côté sud-ouest, sud-sud-ouest. Et si je vais ben, il y aurait Mercure, comme j'ai dit, là, mais Mercure, on n'essaie même pas, là, c'est un défi. De l'autre côté, si on va au nord-est, excusez-moi, là, plutôt vers l'est ici, là, je vais avancer un peu le temps. On a Jupiter qui est aussi très brillante. Si dans les derniers jours, la dernière fin de semaine, vous aviez vu une étoile brillante près de la Lune, près de la pleine Lune, là, c'était Jupiter. Donc, Jupiter, en début de soirée, est très basse à l'horizon, mais au fur et à mesure que la soirée avance, là, elle est de plus en plus haute. Elle est aussi très brillante, donc elle capte notre attention, très facile à identifier. Il y a plein d'étoiles intéressantes autour, les Pléiades, qui est un bel amas d'étoiles. Et là, un peu plus tard, on a Mars. Ça, ici, c'est la planète Mars, qui est brillante présentement, mais va être encore plus brillante dans 2 mois environ, en janvier. Présentement, la Lune aussi est à côté. Ça, c'est ce soir, mais la Lune ne sera pas là demain, par exemple. Donc, Stellarium, c'est un bel outil, comme vous voyez, hein, c'est vraiment intéressant à utiliser, voir ce qu'il y a dans le ciel, hein. Mais, et je vais vous donner à la fin un lien vers un tutoriel pour utiliser Stellarium. C'est assez facile à utiliser, je crois. En tout cas, moi, je le trouve, mais c'est sûr que j'ai des connaissances que peut-être vous n'avez pas, là. Mais en tout cas, je crois que ça s'apprend assez bien. Et justement, on a fait un tutoriel il y a quelques années. Si je reviens ici, juste revenir en arrière, justement, donc, j'ai mis une capture d'écran, le ciel au sud-ouest. Ça, j'ai mis le 1er décembre à 17 heures. Donc, vous voyez les deux planètes. Ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ici, l'image pour Jupiter et Mars, là, je l'ai mis plus au 1er février. Parce qu'à ce moment-là, là, tôt en soirée, les deux planètes vont être très hautes dans le ciel, très faciles à observer. Donc, tu sais, si vous enseignez à des plus jeunes, là, présentement, Mars se lève beaucoup plus tard, mais elle se lève plus tôt chaque soir, en fait, comme les étoiles. La vue va être meilleure au début 2025. Là. Même pour Mars aussi, Mars va être plus brillante. Elle va être à son plus brillant le 16 janvier, quand elle est en opposition. Ça veut dire qu'elle est opposée au Soleil. De notre perspective, elle est à son point le plus proche de la Terre. C'est un alignement qui revient aux 26 mois environ. Donc, à chaque 2 ans et 2 mois, Mars revient très brillante dans le ciel et c'est justement cet hiver là, qui est le bon moment pour l'observer. Je mentionne ici que les planètes de Saint-Séipa, c'est un point de lumière beaucoup plus stable que les étoiles, en fait, parce que c'est pas tout à fait un point, hein, c'est vraiment un petit disque, et ça, on le voit dès qu'on met même des fois aux jumelles, au télescope, on voit que c'est un disque, hein, alors que les étoiles, même au télescope, restent un point. Mais bref, ça fait que ça devient, c'est plus stable, la lumière ne scintille pas. Puis j'ai mis particulièrement en comparaison avec Sirius, hein, qui est ici, là, si vous connaissez Orion aussi, Orion, la ceinture d'Orion est juste ici. Sirius, qui est l'étoile, oh, la planète la plus brillante. Excusez, je corrige ça tout de suite. Erreur. Je m'en suis même pas rendu compte hier. Voyons, je ne sais pas trop pourquoi. OK. L'étoile la plus brillante. Quelle erreur de ma part. Personne ne m'a corrigé hier, en plus, c'est bizarre.
Donc, c'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Et Sirius, quand on la voit dans le ciel, souvent, là, elle va scintiller tellement fort qu'elle va passer du bleu au rouge au blanc. Là, on dirait que il y en a qui l'appellent comme la lumière, là, un peu d'une auto de police. Là. Ben, c'est pas si évident, évidemment, là, mais ça, tu sais, ça donne un peu cet effet-là. Donc, Sirius, vous voyez une étoile très brillante qui scintille fort, mais ça, c'est Sirius, alors que Mars et Jupiter vont être beaucoup plus stables comme lumière. Mais bref, invitez vos élèves à sortir dehors, à les observer. Si on a des télescopes, même des jumelles, ou si on peut voir plus de détails. Jupiter, on est capable de voir certaines de ses plus grandes lunes au... attends, je vais juste revenir ici. Je vais le centrer et zoomer. Tu sais, Jupiter, elle a quatre grandes lunes et plusieurs petites lunes, Callisto, Io, Europa, et là, Ganymède, qui présentement est derrière la planète. On va parler de Io et d'Europe tantôt, justement. Donc, ces quatre plus grandes lunes-là, on les voit avec un petit télescope, là, même une très bonne paire de jumelles, on est capable de les distinguer un peu. Donc, moi, je trouve que c'est toujours gagnant de rendre ça concret, d'aller dehors, de dire on a vu Jupiter, Vénus dans le ciel, peu importe. Donc, voici le lien vers Stellarium Web. La version web dans un navigateur est en anglais seulement. Il y a une version qui est téléchargeable, qui peut être en français. Je dois avouer, depuis qu'ils ont fait l'option web, je trouve ça tellement plus facile, surtout pour vous dans les écoles qui n'avez pas besoin de l'installer, là. C'est direct là, c'est facile à utiliser. Il y a aussi des applis. Skyview, j'ai oublié de l'écrire, mais il y a Star Walk, Sky Safari. Il y en a d'autres en français aussi, Stellarium Mobile. Il y a quand même plusieurs belles applications en astronomie qui nous aident à identifier les objets dans le ciel. Donc, je vous invite à en essayer une aussi. Donc, ça, c'est ma partie comme sortez dehors, observez les objets du système solaire qu'on peut voir facilement. Là, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je vous laisse 30 secondes si vous avez une question à écrire. Ou ouvrez votre micro, là, c'est correct aussi. Bon, je vois rien qui arrive, donc je continue. Mais n'hésitez pas, là, j'ai toujours le clavardage dans le coin de l'œil. Donc, on va faire une visite rapide du système solaire. Ah, le commentaire, oui, j'adore Solarium, moi aussi. Euh, visite rapide du système solaire, je vais essayer de passer rapidement sur certains objets parce qu'évidemment, c'est souvent ça, la partie qui est enseignée. Donc, probablement que vous connaissez déjà plusieurs parties de ça. Comme je vous disais tantôt, le système solaire, c'est tout ce qui est lié au Soleil par la gravité. Dans le fond, tout ce qui est en orbite autour du Soleil. Donc, mais là, évidemment, ça prend notre Soleil. Donc, c'est une étoile qui est notre Soleil. Les 8 planètes, on a des planètes naines. Et là, j'ai mis 5 parce que présentement, il y en a 5 officiellement dans cette catégorie, mais il y a des centaines d'autres objets qui pourraient probablement être des planètes naines. Donc, j'en parle dans une minute, ça pourrait être des centaines de planètes naines, en fait. Il y a des centaines de satellites naturels, ce qu'on appelle les NUN, des millions ou des milliards d'objets plus petits. Et là, j'ai mis ça là, assez vaste tout ensemble ici. Des astéroïdes, des comètes, des objets transneptuniens, je reviens à ça dans une minute. Et d'innombrables petits débris qu'on pourrait nommer des météoroïdes en orbite autour du Soleil. Tout ce qui est des roches, par exemple, qui seraient en orbite autour du Soleil. Météoroïde, en passant, c'est un petit objet plus petit qu'un astéroïde dans un sens, hein. Euh, Alors que, là, rapidement, je réponds à la question dans une minute, mais il y a météoroïde, qui est un objet dans l'espace, hein. Après ça, il y aurait météore, qui serait une petite roche. Par exemple, une roche dans l'espace, c'est météoroïde. Si cette roche rentre dans notre atmosphère, ça va créer une étoile filante qu'on appelle météore. Et si l'objet est assez gros et qu'il survit à sa descente dans notre atmosphère et qu'il frappe le sol, là, c'est météorite. Donc, météoroïde dans l'espace, météore quand ça crée le phénomène lumineux dans notre atmosphère, et météorite si ça se rend au sol. Donc, je voulais juste rajouter ça à cette page ici. Manon me demande si c'est normal qu'elle ne voit pas les diapos au complet. Là, les autres, est-ce que vous pourriez répondre? Est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, j'ai l'impression que tout fonctionne correct de la façon que j'ai partagé mon écran, mais euh, OK, merci Lynn. Donc, Manon, c'est peut-être plus de votre côté que ça. Des fois, il y a un bouton en haut hein, pour voir soit mes diapos ou en tout cas mon partage d'écran. Fait que peut-être regarder ça, là. Merci tout le monde. Donc, notre étoile, dans le fond, notre soleil, donc le soleil, c'est une étoile, les étoiles sont des soleils, hein, c'est le même type d'objet. Il y en a des plus grosses et plus chaudes que d'autres, mais en gros,
C'est un objet qui a assez de masse pour créer la fusion nucléaire. Je n'irai pas dans les détails, mais ça veut dire que ça émet beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'on voit que ça brille et qu'on ça fait beaucoup de chaleur aussi, mais qu'on voit ça de si loin. Voilà. Donc, ça, c'est une étoile. Donc, il faut comprendre. Ça, j'aime bien. Là, tu sais, là, on n'ira pas, on ne parlera pas beaucoup des autres étoiles, des autres systèmes. Mais tout ce que je vous montre aujourd'hui dans notre système solaire, pensez que ça, dans le fond, ça peut être répété des milliards de fois autour des autres étoiles qu'on voit dans le ciel, là. Donc, ça, c'est notre système solaire, mais des systèmes comme ça, avec des planètes, avec des lunes, avec des astéroïdes, chaque étoile dans le ciel peut en avoir. Donc, déjà là, ça fait réaliser que moi, c'est pas juste des étoiles au loin, dans le fond, c'est des systèmes au complet, mais nous, on voit seulement la lumière des étoiles qui se rendent jusqu'à nous. Mais oui, donc le Soleil, c'est une étoile. Il est très gros. Vous voyez le petit point bleu qui vient de se rajouter? Ça, c'est la grosseur de la Terre environ. Je l'ai fait à peu près, mais c'est environ ça. Évidemment, on n'est pas si près. Ça serait très dangereux d'être si près, mais c'est assez impressionnant de réaliser à quel point le Soleil est grand. Et on voit ici un peu des éjections, là, des éruptions solaires, dans le fond. Évidemment, nous, on est plus loin, mais quand la matière des éruptions solaires se rend jusqu'à la Terre, c'est ça qui peut amener des belles aurores boréales. Et c'est une belle année pour les aurores boréales. J'espère que certains d'entre vous les avez vues, soit au mois de mai ou au mois d'octobre. Durant l'été, on en a eu quelques-unes quand même. C'est que le Soleil devient plus actif à chaque 11 ans. Et présentement, on est pas mal vers le maximum solaire, justement. Donc, il y a plus d'éruptions solaires, ce qui nous amène plus d'aurores boréales. Donc, on espère en avoir d'autres. Mais disons que ça a été 2024, là, une belle année pour l'astronomie jusqu'à maintenant avec l'éclipse, ensuite des aurores. Et bon, il y avait une comète qui était un peu un défi, je vais vous en parler. Mais il y a plusieurs choses là, qu'on peut observer dans le ciel. Pas des belles planètes aussi. Les planètes, dans le fond, ce sont les plus gros objets sphériques qui sont en orbite autour du Soleil. Mais en fait, là, la façon dont la phrase est écrite, c'est dès qu'on atteint une certaine grosseur, c'est automatiquement sphérique. Et ça, je le mentionne parce que moi, ça me dépasse que certains pensent encore que la Terre, ou pensent encore, en fait, qu'on est revenu à certains qui croient que la Terre est plate. On le sait depuis des millénaires que la Terre est ronde. Eratosthène l'avait mesuré il y a 2000 ans, mais ça me dépasse qu'on pense encore ça, que certains, en fait, pensent encore ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on comprend la gravité, c'est un objet qui, dans l'espace, par exemple, quand la formation du système solaire, la matière se met ensemble et plus il y a de la matière, plus ça en attire d'autres. Donc, ça grossit, ça grossit. Et là, la gravité même de l'objet va faire qu'il va comme s'écraser sur lui-même pour avoir la forme la plus stable possible dans un sens. Il va comme tout égaliser les coins. C'est tout ce qui pourrait dépasser, la gravité va l'écraser pour que ça fasse une sphère. Donc, quand on comprend la gravité, on comprend que les objets passés une certaine grosseur vont être automatiquement sphériques. On ne pourrait pas avoir une planète plate, ça n'a pas de sens. La gravité démolirait la forme, dans le fond, pour la ramener en sphère. Donc, on les voit bien ici, les 8 planètes, avec les grosseurs relatives qui sont bonnes. Donc, vous voyez un peu la grosseur de la Terre, par exemple, par rapport à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune aussi. Vous connaissez les petites rocheuses qu'on appelle aussi planètes telluriques ou planètes terrestres, tout dépendant comment on veut les appeler, et les planètes joviennes ou les géantes gazeuses, dans le fond, comme Jupiter. Malgré que des fois, maintenant, Uranus et Neptune, on les appelle plus des planètes, des géantes glacées, parce qu'elles sont très froides aussi. Mais quand même, ce qu'on voit à la surface, là, c'est du gaz. C'est une immense couche de gaz. On ne pourrait pas atterrir sur ces 4 planètes-là de la même façon qu'on peut atterrir sur les 4 autres ici. Mais là, je continue pour parler plus des autres objets dont on parle moins, les planètes naines. Qu'est-ce qui fait que maintenant Pluton est considéré une planète naine? Mais dans le fond, c'est qu'elle fait partie de la ceinture de Kuiper, ou Kuiper, là, souvent, moi je le dis plus en anglais. Et là, je vais en parler en quelques minutes, mais en gros, vous connaissez la ceinture d'astéroïdes. Il y a comme une deuxième ceinture, beaucoup plus loin dans le système solaire, au-delà de Neptune, ceinture de Kuiper. On a commencé à découvrir des objets dans cette ceinture-là. On a découvert Eris et on s'est rendu compte qu'Eris Eris a été découverte en 2003, je crois. Eris, probablement dans la même grosseur que Pluton. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle Eris la 10e planète? Ou bien on change la définition et tous les objets plus petits comme ça qu'on va découvrir très loin dans le fond dans la ceinture de Kuiper, on va les appeler des planètes naines. Et c'est l'argument qui a été adopté par l'Union astronomique internationale, là. Si certains d'entre vous savez, tu sais, la définition, c'était qu'il a nettoyé son orbite, là, mais dans le fond, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est plus simple de dire, si ça fait partie d'une des deux ceintures, on ne les appelle pas des planètes, finalement. Donc, il y en a 5 présentement, Eris, Pluton, Makemake, Cérès, qui est dans la ceinture d'astéroïdes. Oméa, ben, vous voyez, c'est drôle, on parle de, faut que ça soit sphérique, mais Oméa n'est pas complètement sphérique.
Elle est assez grosse pour être sphérique, donc avoir assez sa gravité qui la rend sphérique, mais elle tourne très vite, donc ça l'a allongée un peu. C'est ça qui joue ici. Et c'est quand même des objets très petits. Regardez en comparaison avec la Terre. Donc, tu sais, ils sont plus petits que notre Lune, là, pour vous donner une idée. Mais il y en a beaucoup loin dans le système solaire. Là. Il y en a des centaines d'objets qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Ce qui fait qu'on ne sait pas encore, c'est qu'on n'a pas assez bonnes observations pour savoir s'ils sont sphériques ou pas. C'est ça le détail. Il faut qu'une planète naine soit sphérique. Si on ne le sait pas, ben, présentement, c'est en attente de meilleures observations. Justement, donc la ceinture de Kuiper, peut-être que vous ne la connaissez pas beaucoup. Moi, quand j'étais à l'école, on n'en parlait pas parce que, en gros, ça a été découvert au début des années 2000. Euh, on a commencé à découvrir de plus en plus d'objets dans le coin de Pluton ou dans les régions dans ce coin-là. Et maintenant, dans le fond, on peut l'imaginer comme une deuxième ceinture d'astéroïdes, beaucoup plus grande et qui est formée d'objets glacés. Donc, ce n'est pas tant des astéroïdes avec des roches, mais c'est beaucoup d'objets glacés. En fait, souvent, on va les appeler des objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune, des objets très, très gros. Et Pluton, dans le fond, est un des plus grands objets connus dans cette région. Euh, je vais juste montrer rapidement la vidéo ici. Ce que ça montre, hein, c'est la découverte des objets. Donc ça, si je me souviens bien, c'est Pluton. Et là, vous voyez tous les points qui apparaissent. Mais là, on ne voit pas très bien, là, mais il y a une date, ouais, 99, 2000. Puis vous voyez, c'est toutes les découvertes au fil des années de la ceinture de Kuiper. Puis vous voyez qu'ils apparaissent un peu par batch dans un sens, là. C'est qu'il y a eu tu sais, des télescopes qui ont été pointés dans une direction pendant un bout de temps. On a découvert plein d'objets dans cette direction-là. Ensuite, on s'est déplacé, on a découvert plein d'autres dans une autre direction. Donc, il y a des centaines d'objets qui ont été découverts dans la ceinture de Kuiper. Et, nouvelle intéressante, hein, c'est que au moins la moitié de ces objets-là ont été découverts par des Canadiens. Donc, c'est une belle expertise du Canada, mais ça ne fait pas les nouvelles tous les jours. Moi, je connais certains de ces équipes-là là, qui étaient plus dans l'Ouest canadien. Entre autres, un qui s'appelle J.J. Kavlar. C'était un de mes collègues quand je travaillais là-bas. Et c'est lui qui me disait ça. Oui, oui, c'est la ceinture de Kuiper, là, la moitié qui sont Canadiens qui ont été découverts par notre équipe, dont Alex Parker, justement, qui a créé cette vidéo-là. Donc, c'est vraiment intéressant à mentionner, hein, il y a une très belle expertise en astronomie au Canada. Au Québec, énormément aussi. Là, le Québec sort beaucoup du lot par rapport, tu sais, ben, proportionnellement par rapport aux autres provinces. C'est une belle expertise qui s'est faite ici, entre autres avec l'Observatoire du Mont-Mégantic. Là, je sais que c'est pas tout le monde là, qui habite au Québec, mais je le mentionne quand même en français souvent. Il y a plus de gens du Québec, évidemment, là, puis je le mentionne à ce côté-là. Mais bref, au Canada, une très belle expertise en astronomie et ça, l'expertise de la ceinture de Kuiper, ça en est une, justement. Donc, si je reviens aux astéroïdes, j'ai comme fait un petit détour par les planètes naines, ceinture de Kuiper, mais vous connaissez sûrement, en gros, les astéroïdes. Dans le fond, c'est des objets plus petits que les planètes naines. Et comme ils ont une forme plus petite, comme ils sont plus petits, leur gravité n'est pas assez forte pour les rendre sphériques nécessairement. Leur propre gravité n'est pas assez forte là, pour vraiment les arrondir. Donc, ils ont des formes quelconques. C'est vraiment des grosses roches dans l'espace. Vous en voyez certains ici qui ont été visités par des sondes. Donc, c'est vraiment des vraies photos qui ont été prises de près. Il y en aurait des millions dans notre système solaire, là, surtout dans la ceinture d'astéroïdes. Il y en a des centaines de milliers, je crois, de répertoriés. Les plus gros ont été répertoriés, mais on en découvre encore les plus petits. En passant, là, juste pour vous donner une idée des grosseurs ici, Itokawa est beaucoup plus petit que les autres. Il fait moins de 1 km de large. Ça ne paraît pas les images là, parce que je les ai mis pour qu'on les voit bien. Alors que Ida fait 6 km par 20 km environ. Eros est de 34 par 11. Et Ida, en passant, a une lune. Donc, une lune, ce qu'on va parler juste après, les satellites naturels, dans le fond, mais des lunes, ça peut tourner autour de planètes naines, mais aussi d'astéroïdes. Vous avez peut-être vu ici, dans le fond, on montrait les lunes là, de certaines des planètes naines. Pluton a 5 lunes, dont la plus grosse Charon. Mais c'est ça, une lune, ça tourne autour, souvent on dit que ça tourne autour d'une planète, mais en fait, ça peut tourner autour d'une planète naine et aussi d'astéroïdes. On a aussi des comètes le noyau d'une comète peut ressembler à un astéroïde, mais là, la différence, souvent, c'est où elles se trouvent mais beaucoup leur composition. Elles contiennent beaucoup de glace, hein. En général, elles ont des orbites très allongées qui les amènent loin dans le système solaire et quand elles reviennent, les glaces vont changer en gaz qui, lui, va refléter la lumière du Soleil et c'est ce qui fait la queue de la comète. Donc, c'est une comète de gaz, de poussière aussi.
On voit ici là, le cœur de la comète et on voit un peu du matériel volatile, là, justement, qui se transforme en gaz. Ça, c'est la vue de près d'une comète qui a été prise par la sonde Rosetta en 2015. Ça a été une mission assez incroyable. Les photos que ça nous a ramenées, pour la première fois, on voyait une comète de près. Là, c'était vraiment, ben, vraiment bien de près, puisqu'il y avait eu d'autres missions dans le passé, mais pas si bien. Celle-là, là, c'était vraiment beau. Je vais vous montrer plus tard comment aller chercher des images de cette sonde-là. C'était vraiment beau. Et peut-être que vous avez entendu parler justement récemment qu'il y avait une comète dans le ciel. C'était plus difficile que je m'imaginais, honnêtement. J'ai réussi à la voir un petit peu le 18 octobre. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. J'étais aux îles de la Madeleine à ce moment-là. J'avais un bel horizon ouest sur la mer, donc c'est assez facile, mais la comète était quand même peu brillante. Ma caméra a pris une meilleure photo que ce que je voyais à l'œil, mais on va quand même le plus vers le noyau de la comète ici et la queue dans le ciel. Donc, on voit, ça ressemble à ça. Mais ça reste quand même, dans ce cas-ci, là, c'était pas, ça sautait pas aux yeux. C'était pas si évident que ça. Et ben, on arrive aux lunes, donc les satellites naturels, comme je dis, plusieurs planètes et planètes naines, même des astéroïdes, ont des satellites naturels, donc ça tourne autour de quelque chose qui tourne autour du Soleil. Dans le fond, c'est comme un autre niveau orbital, un peu. Il y en aurait des centaines. En fait, il y en a des centaines dans le système solaire. Honnêtement, je ne sais pas le décompte par cœur des géantes gazeuses, le nombre de lunes, parce que ça change souvent. On en découvre des plus en plus petites autour de Jupiter et Saturne. Je ne sais même pas à quoi on est rendu à ce jour, mais ça se peut très bien que vos livres ne soient pas à jour. Moi, c'est pas un détail, tu sais, comme je sais qu'on en découvre de plus en plus, c'est pas un détail seulement que j'apprends par cœur, mais tu sais, Jupiter et Saturne ont dans le coin de 100 lunes, là, sinon plus. Je ne sais plus laquelle des deux en a le plus à ce temps-ci. Des fois, ils se dépassent l'une l'autre, à savoir laquelle en a le plus. En fait, tout dépendant jusqu'à quel niveau on appelle ça une lune aussi, là. Quand on sait que les anneaux de Saturne, c'est fait de milliards peut-être de petits morceaux de glace et de roches, ben, on pourrait compter ça comme des milliards de lunes. En général, on ne les catégorise pas comme ça, mais tu sais, on pourrait y penser de cette façon-là aussi. Il y a plusieurs lunes qui sont sphériques. Il y en a même deux qui sont plus gros, ben, plus grosses. Dans le fond, ça, c'est les satellites naturels, la façon que je l'ai écrit. Les satellites naturels, il y en a deux qui sont plus gros que la planète Mercure. Donc, encore une fois, ça amène à penser différemment que les objets, souvent, on met l'emphase sur les planètes, mais c'est pas toujours les plus gros objets du système solaire. Si on parle des plus gros, on devrait inclure deux lunes au moins avant Mercure. Et ben, tout dépendant aussi, c'est pas. Il y a des lunes personnellement que je trouve beaucoup plus intéressantes que Mercure. Justement, Mercure, c'est une planète, tu sais, c'est intéressant, mais c'est une grosse roche, pas d'atmosphère, qui a peu de diversité si on compare à certaines lunes, et je vais vous en parler justement. J'aime bien ce poster de la Planetary Society, ce qu'ils ont appelé les Not Planets, ce qui ne sont pas des planètes. Justement pour voir si on enlevait les noms puis les étiquettes dans le fond, puis on montrait ça aux élèves, probablement qu'ils diraient que ce sont des planètes. C'est un objet sphérique dans l'espace, mais ce ne sont pas des planètes. On a les quatre lunes les plus grosses autour de Jupiter. On a notre lune ici, les lunes autour de Saturne, celles qui sont sphériques. Donc Titan, qui a une atmosphère, j'y reviens. Titan et Ganymède sont les deux qui sont plus grosses que Mercure. On a aussi les planètes naines, Pluton avec sa lune Charon, Cérès ici qui est à la fois astéroïde et planète naine maintenant parce qu'elle est sphérique. Donc c'est un astéroïde, mais comme elle est sphérique, elle a acquis aussi le nom de planète naine. Bref, il y a plein d'objets dans le système solaire au-delà des planètes qui sont fascinants aussi. Donc justement, je vais vous parler un petit peu des oubliés du système solaire. Moi, je les aime bien, ces objets-là, ceux qu'on ne parle pas souvent. Titan, justement, qui est la plus grande lune de Saturne, qui est la deuxième plus grande lune du système solaire, qui est la seule lune avec une atmosphère dense, hein, qui est surtout composée d'azote. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est l'atmosphère opaque. Dans le fond, on ne va pas au travers. Si je reviens en arrière, là, ici, on avait Titan, mais ça, c'est une image radar pour montrer sous la surface, hein. Parce que quand on prend des photos, ça ressemble à ça. On voit l'atmosphère ici, justement, ou ça ici. Ce qui est intéressant avec Titan, c'est qu'elle a du liquide à sa surface, hein. Il y aurait des océans, des mers de méthane. Méthane, là, c'est la molécule, dans le fond, qu'il y a dans le gaz naturel, hein. Donc, sur Titan, il y a un cycle, tu sais, un peu si vous imaginez le cycle de l'eau sur Terre, dans le fond, il y a ça sur Titan, mais c'est le cycle de méthane. Donc, il pleut du méthane, il y a des mers de méthane, ça peut s'évaporer, ça peut retomber. Tu sais, c'est vraiment, il y a des choses intéressantes qui se passent à la surface, mais ce n'est pas de l'eau, c'est les mers de méthane.
Et on pense peut-être même qu'il y aurait un océan d'eau liquide sous la surface. Là, j'ai mis un point d'interrogation. C'est toujours, c'est très difficile à prouver, mais il y avait des recherches qui pointaient dans cette direction-là. Les lunes, les mondes gelés avec potentiellement des eaux, des océans liquides sous la surface, il y en a quand même plusieurs loin dans le système solaire. C'est vraiment fascinant. En 2005, on a vu la surface de Titan pour la première fois. Ça, moi, je suivais ça attentivement à l'époque. C'était vraiment intéressant. On avait la sonde Cassini qui était en orbite autour de Saturne et qui a envoyé une petite sonde Huygens qui, elle, a descendu dans l'atmosphère de Titan et qui a pris des images tout le long avec son parachute. Donc, voici la surface de Titan à l'endroit où la sonde Huygens s'est déposée. On voit là, un peu l'atmosphère opaque, là, justement. Oui, c'est sûr que ce n'est pas une image incroyable, mais et ça, en passant, ça serait pas. Je pense que c'était des blocs de glace aussi. C'était pas nécessairement des roches. Il y a probablement un peu des deux, là, mais c'était vraiment intéressant à voir, là, si vous fouillez la sonde Huygens, ces images aussi. Et une image radar qui avait été prise par la sonde Cassini. Juste en regardant cette petite image ici, ben, on voit que en fait, ça, c'est comme une mer de méthane et on voit cette partie-là que ça change un peu. Et l'explication, ce serait des vagues qui font que ça paraît, on voit plus ou moins de la roche dans le fond de la surface, là. Donc, c'est vraiment intéressant de montrer justement qu'il y a des mondes, entre autres Titan, là, qui auraient des mers à sa surface, pas d'eau dans ce cas-ci, mais de méthane. Mais c'est la seule autre monde que la Terre qui aurait de liquide à sa surface. Et j'aime bien cette image. C'est une représentation d'artiste de la surface de Titan, mais basée sur nos connaissances scientifiques. Et on peut même s'amuser en 3D. Tu sais, c'est un site tout simple, là, mais à rajouter dans vos signets quand vous parlez du système solaire, de s'imaginer être sur Titan. Et vous pourriez, je pensais qu'on il me semble qu'on voyait Saturne dans le ciel, mais là, je ne la vois plus. Mais voilà, imaginez être sur une montagne sur Titan près d'une mer de méthane. Quand même trippant. Si on parle de Pluton, ben Pluton, justement, on en parle moins maintenant parce que ce n'est pas une planète, mais Pluton est toujours aussi intéressante. Et depuis 2015, on a des images de la surface. Pour la première fois, là, Pluton était visité par une sonde. Et là, quand je parle de toutes les visites ici, là, clairement, ce n'était pas avec des humains à l'intérieur. C'était des sondes robotisées là, qui étaient contrôlées de la Terre. Donc, la sonde New Horizons a passé à côté de Pluton en 2015. Et moi, c'était un moment, honnêtement, où la nerd en moi le tripait, là. C'était vraiment intéressant de voir les conférences de presse où les experts, justement, là, de la sonde, de la mission, analysaient les images en direct devant nous. Tu sais, voici la dernière image de Pluton. Puis là, basé sur ce qu'ils voyaient, ils analysaient ce qu'ils voyaient. Et honnêtement, même eux étaient super surpris de la diversité de la surface. On ne s'attendait pas à ça. On pensait trouver un monde un peu comme la Lune, tu sais, géologiquement mort, dans le fond, plus actif, avec des cratères, comme gris, avec des cratères. Bon, on savait qu'il y avait peut-être un peu de cette couleur-là. Mais finalement, c'était beaucoup plus diversifié. Puis on s'est rendu compte que dans le fond, il y a encore quelque chose d'actif dans Pluton sous la surface. On pourrait même avoir un océan d'eau liquide sous la surface de Pluton. Et ce qui nous fait dire ça, entre autres, c'est la partie, ce qu'on appelle le cœur. On a appelé le cœur ici. Voici le cœur là, de plus près. Là. Ça, c'est une partie du cœur ici. C'est une grande plaine de glace, hein. Et là, ce qu'on voit, dans le fond, c'est comme si la glace aurait remonté à la surface, elle aurait envahi la région avoisinante qui est plus foncée, qui a beaucoup de cratères. Ça veut dire que c'est une région comme la surface qui s'est faite il y a beaucoup plus longtemps. Et là, la plaine, la glace est venue envahir ça. Donc, il y a quelque chose qui a comme fait remonter la glace à la surface. C'est là l'idée d'un océan sous la surface aussi, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, moi, les voir analyser ça en direct, je trouvais ça vraiment intéressant et ça montre là, justement que ça défiait un peu notre compréhension de ce qui pouvait se passer loin dans le système solaire en termes d'activité géologique. On a aussi vu des montagnes de glace, hein. Donc, ça, ici, c'est des pics de montagnes de glace d'eau haute de 3 500 mètres. Une partie de la plaine de glace ici. J'adore cette photo. C'est comme un peu la sonde quand elle était rendue un peu de l'autre côté de Pluton, elle s'est retournée. Ça fait comme un peu le coucher de soleil sur Pluton. Magnifique image, là, une des images les plus lointaines qu'on a du système solaire. Voilà, la surface de Pluton. D'autres objets que j'aime beaucoup, mais ce sont les lunes glacées.
Justement, Europe, une des lunes de Jupiter. Dans le fond, il y en a plus maintenant, là, mais souvent, quand on parle des lunes glacées, on parle beaucoup de Europe et d'Encelade, elle qui est une petite lune de Saturne. Ce sont certains des meilleurs endroits pour trouver de l'eau liquide dans le système solaire. Pourquoi l'eau liquide nous intéresse? Ben justement, si vous enseignez en secondaire 3, hein, ça fait partie du programme scolaire là, au Québec, c'est les conditions favorables à la vie. La vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide. De l'eau, la molécule H2O, on sait qu'il y en a beaucoup dans le système solaire. Je viens de vous parler de glace, de montagnes de glace sur Pluton, les calottes polaires sur Mars, il y a de la glace aussi, d'eau. Mais ce qu'on cherche, dans le fond, c'est vraiment de l'eau liquide. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a plusieurs des lunes ou des mondes glacés loin dans le système solaire qui pourraient avoir un océan sous la surface. Ce qu'on voit ici, par exemple, c'est une surface glacée très lisse et une très grande possibilité d'océan liquide sur la surface. Et pour en apprendre plus d'ailleurs, NASA vient de lancer une mission, Europa Clipper, qui est partie en mois d'octobre. Ça va prendre quand même 5-6 ans à se rendre, là. La mission va arriver au début de 2030, si je me souviens bien. C'est quand même intéressant des fois de le mentionner parce que si dans 5 ans, les jeunes entendent parler de ça, ben, ils vont peut-être se dire, ah oui, on l'avait entendu parler que la mission était partie. Il y a une petite vidéo de 4 minutes. C'est sûr que c'est en anglais, mais quand même intéressant pour parler de l'intérêt de Europe et de la mission aussi qui s'en va pour essayer d'en apprendre plus sur ce petit monde glacé-là. On a aussi on a aussi Encelade, qui est une lune de Saturne beaucoup plus petite qu'Europe. Encore une fois, on voit, là, c'est un monde glacé, là, c'est avec des cracks sur la surface. Et ça, c'est une vraie photo. Il y a des geysers qui ont été observés par la sonde Cassini, qui est en orbite autour de Saturne pendant plusieurs années. Donc, encore une fois, c'est des geysers, mais on se doute qu'il y a de l'eau en dessous, hein. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, possibilité, s'il y a de l'eau liquide, possibilité de vie, on ne s'attend pas à trouver une civilisation de baleines intelligentes qui ont fait des structures sous la surface d'Encelade ou d'Europe. C'est pas à ce niveau-là nécessairement là, qu'on trouve ça super intéressant, des extraterrestres intelligents là, sous la surface. Ben, peut-être, là, mais c'est pas ça qu'on nos attentes. Mais je vous dirais que c'est plus au niveau de la vie très primitive, bactérienne, d'aller voir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Même si on trouve juste une bactérie, tu sais, une sorte de bactérie, disons, qui vit sur Encelade, mais ça montre que la vie a évolué au moins sur 2 endroits dans le système solaire. Et là, les possibilités de vie ailleurs viennent d'exploser. Donc, c'est comme intéressant, là, même si on ne s'attend pas à avoir un extraterrestre avec qui on peut communiquer, ben, ça reste des endroits très intéressants pour la possibilité de vie. Puis une autre lune que j'aime beaucoup de Jupiter, c'est Io. Elle, c'est l'inverse, là. C'est l'enfer, en fait, comme monde, là. La gravité de Jupiter, en fait, les effets de marée de Jupiter sont tellement énormes là, qu'elle est comme tout le temps en train de se faire maganer, un peu comme si on prenait une orange, là, puis on squeezait comme ça. Ce n'est pas une main qui squeeze, évidemment, c'est l'effet de marée de Jupiter qui fait cet effet-là. Et ça fait qu'il y a des volcans actifs tout le temps. En fait, il y a 400 volcans actifs au moins 400 volcans actifs à la surface d'Io. Une photo qui a été prise en 93 par la sonde Galileo. Puis, je devrais traduire ça aussi, je viens de remarquer, je les ai laissés en anglais. Et ça, c'est une image toute récente de l'année dernière. C'est comme bizarre, on voit là, plein de choses, des éruptions à la surface, là. Bref, c'est intéressant à montrer aussi un monde très, très différent. Des mondes de feu dans un sens, puis des mondes de glace. Donc, tout ça un peu pour vous parler de différents objets que je trouve intéressants. Tu sais, on parle souvent de possibilités de vie sur d'autres planètes, mais est-ce que la vie pourrait exister sur des lunes, des planètes naines? Tu sais, ça l'ouvre un peu les possibilités, ça fait réfléchir les jeunes à certaines possibilités. Où est le meilleur endroit pour chercher de la vie dans le système solaire, considérant que la vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide? Demandez aux élèves, pour aller au-delà de juste choisir une planète, faites une recherche sur la planète, ben, ça pourrait être si vous pouviez envoyer une sonde n'importe où dans le système solaire, où l'enverriez-vous et pourquoi? Et là, ouvrez ça aux lunes, aux planètes naines aussi. Il y en a qui sont très, très intéressantes. Parlant de sondes aussi, je vais vous montrer, je vois le temps qui file, là, je vais vous montrer les dernières images de certaines sondes spatiales. Je ne ferai pas le tour de toutes les sondes, les images qu'on a eues parce qu'il y en a trop, mais certaines de celles qui sont les plus récentes, justement, qui sont actives. Je viens de mentionner Juno, là, qui est autour de Jupiter, qui a pris la dernière image d'Io que je vous ai montrée. Juno est en orbite autour de Jupiter depuis juillet 2016. Et cette sonde-là, donc si vous voyez Jupiter, les orbites de ses lunes,
Juno a une orbite très, très elliptique qui l'amène très loin de Jupiter, mais aussi très près. À chaque 53 jours, elle revient, puis là, vous voyez que ça décale d'une orbite à l'autre. Et quand elle passe près de Jupiter, c'est ça que je vais vous montrer, ça nous donne des images incroyables. C'est une sonde qui est assez grosse aussi. On l'a fait fonctionner avec des panneaux solaires, mais rendu à Jupiter, le Soleil est beaucoup moins puissant. Donc, c'est pour ça que la sonde est très, très grande avec beaucoup des très gros panneaux solaires. Et ce qu'on appelle les périjoves, justement, périjoves, là, au plus près de Jove, Jupiter. Donc, c'est le point de l'orbite de la sonde Juno au plus près de Jupiter. Et là, c'est vraiment Jupiter comme vous ne l'avez jamais vu. Je vais juste en montrer une des deux. C'est des vidéos. Celle-ci, c'est 55 secondes. Mais c'est juste incroyable la vue qu'on a de Jupiter, des nuages à sa surface. C'est juste tellement beau. Là, je pense que c'est la grosse tache rouge. On passe au-dessus et là, on va se rééloigner. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit plus les régions des bandes au centre. Mais là, on va voir très bien les régions polaires de Jupiter où il y a beaucoup, plein de vortex différents. Ça brasse. Il y a de l'activité dans son atmosphère. Si on trouve la météo sur Terre des fois difficile, sur Jupiter, c'est pas mal pire. J'adore les vidéos de Périjov. C'est pour ça que je vous ai mis le mot, parce que vous pouvez fouiller en ligne. J'en ai mis deux ici. Vous pourrez regarder l'autre aussi après, mais c'est vraiment des très, très belles vidéos. Et là, ça donne aussi des très belles images, hein, comme celle-ci. Justement, on voit plus les bandes là, mais on voit un peu les régions polaires. Là, c'est plein de vortex dans tous les sens. Une autre juste ici. Moi, là, ça se mélange même art et astronomie. Là, c'est juste tellement beau. On voit même un peu l'effet 3D, là, que les nuages ici sont plus élevés que les autres. C'est vraiment très beau. Un cyclone ici, là, on a vraiment l'impression que ça creuse à l'intérieur. Puis une de mes préférées, là, c'est celle-là ici. Les détails dans les nuages, là, c'est juste vraiment beau. Bref, je voulais vous en mettre quelques-unes parce que c'est juste des vraiment belles images. Et là, ce sont des vraies images aussi. Déjà que sur Internet, on trouvait de tout. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a vraiment du n'importe quoi en astronomie. Donc, au moins, vous assurez quand on vous les envoie que on garde ça, nous autres crédibles, on s'assure d'avoir des bonnes choses quand on vous les partage. Donc, Juno fonctionne encore justement autour de Jupiter. On a aussi plusieurs sondes vers Mars, en fait, ou autour de Mars, même présentement. Puis là, j'ai mentionné aussi on en a de différents pays. On pense souvent à NASA, mais en fait, il y a l'Agence spatiale européenne aussi qui a envoyé quelques sondes. Présentement, la Chine a quelques sondes à Mars. Je pense les Émirats arabes unis aussi. Donc, c'est vraiment maintenant des projets. Le Canada avait fait partie d'une mission il y a quelques années aussi. Phoenix, si je me souviens bien, j'ai comme un blanc. Et il y a des sondes, en fond, qui vont rester en orbite, qu'on appelle des orbiteurs, vont rester autour, mais là, qui vont aller à la surface. Certains vont être juste des atterrisseurs, là, on reste là, tu sais, là, ça atterrit, on ne bouge plus. Mais il y en a qui sont des astromobiles, ce qu'on appelle aussi en anglais des rovers, ceux qui vont se déplacer. Vous allez voir des images dans une minute. Et ce que je voulais mentionner, c'est que tantôt, je vous ai parlé justement que Mars s'en venait en opposition en janvier. C'est quand Mars et excusez, Mars et la Terre sont vraiment du même bord du Soleil. En fond, donc de notre perspective, on est comme entre Mars et le Soleil. Et ça, cet alignement-là revient tous les 26 mois et c'est le meilleur moment pour envoyer les sondes. Donc, dans le fond, souvent, on envoie la sonde avant que les planètes soient alignées. Disons, Mars est ici, la Terre est là. Et là, à un certain moment, les deux vont être directement alignés. Mais là, quand la sonde va arriver à Mars, la sonde fait ce chemin-là, ben, les deux planètes se déplacent dans le système solaire. Donc, à l'arrivée, Mars est ici et la Terre est rendue là. Donc, c'est vraiment le meilleur moment là, quand les deux se rapprochent d'un côté du Soleil pour envoyer des sondes. Pendant longtemps, à chaque opposition de Mars, il y avait des sondes qui partaient. La pandémie a un peu changé la séquence, hein, mais il y en a eu beaucoup qui sont partis comme ça là, depuis les années 2000, disons, jusqu'à 2020 environ, là. Et je vous parle de la dernière, une des dernières, la mission Persévérance. Donc, on avait l'astromobile, ici, on va le voir mieux dans une autre image, avec le petit hélicoptère Ingenuity qui a réalisé le premier vol sur une autre planète. C'est quand même très intéressant. Et Persévérance, d'ailleurs, est encore actif, là, est arrivé en 2021 et ça fonctionne toujours, cette mission-là. Ça, c'est une vraie photo. C'est comme un selfie un peu que Persévérance a pris de la surface. Et vous avez peut-être beaucoup entendu parler de persévérance, d'Ingenuity, entre autres, grâce à cette femme incroyable,
Farah Alibé, là, qui est l'ingénieur originaire de Jonquière, là, du Québec, et qui est maintenant, qui travaille pour la NASA, là, justement, le JPL, Jet Propulsion Lab. Puis elle a contrôlé, en fait, elle a piloté Ingenuity. Euh, et vous la voyez ici, là, Farah, devant une réplique de Persévérance. Donc, vous voyez un peu la grosseur. Justement, c'est quand même assez gros et ça se déplace là, à la surface. J'ai dit Jonquière, oui, je voulais dire Joliette, je m'excuse. Merci Manon. Je ne sais pas pourquoi ces deux villes-là, je les mélange tout le temps. Ça n'a pas de sens je devrais être meilleure que ça, là, mais je les mélange tout le temps. Je suis désolée. Oui, donc Joliette, effectivement. Bonjour Charline, ben oui, donc c'est chez vous. Je vais arrêter de me tromper. Puis d'ailleurs, ben, Farah, elle avait fait Farah Alibé. Eh boy, j'essaie de l'écrire. Ben, je pense que je l'ai mis justement sur l'autre page ici. Donc, Ingenuity, le petit hélicoptère, le plan original, c'était de lui faire juste 5 vols. Ça a tellement bien fonctionné qu'il en a fait 72 en près de 3 ans. Et oui, Farah faisait partie de l'équipe qui pilotait Ingenuity. Farah, d'ailleurs, là, on avait eu la chance de l'avoir à quelques reprises à la découverte de l'univers dans notre série Astro à la maison qu'on avait fait durant la pandémie. Là, chaque jour, on avait une présentation en astronomie. On en a une avec Farah. On l'avait aussi invité pour un webinaire par la suite. Je crois qu'il est toujours sur notre page YouTube. Il devrait être là. Donc, bref, si vous voulez en apprendre plus sur Farah, vous pouvez aller voir aussi sur notre page YouTube. Et ben, vous voyez aussi la surface de Mars hein, sur ces photos-là, ça ressemble à la Terre, là. C'est vraiment, c'est comme un désert. Le ciel n'est pas de la même couleur, mais c'est vraiment un désert. En fait, c'est ça, c'est impressionnant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait retrouver sur Terre. J'aime beaucoup montrer des images vraiment de la surface de Mars, de quoi ça ressemble. Je vois Charline là, qui mentionne la conférence de Farah va revenir dans vos classes en virtuel. Elle est excellente. Je dois avouer que depuis qu'elle est devenue plus populaire, je sais que maintenant, il faut passer par son agence. Je crois que c'est peut-être plus compliqué parce qu'elle a beaucoup de demandes. Mais si vous réussissez, là, elle est un modèle absolument incroyable pour nos jeunes, particulièrement les filles, mais les gars la trouvent super inspirante. Ça avait été très simple. Charlotte, je suis très contente d'entendre ça. Moi, j'avais le contact direct il y a quelques années, j'aimais bien. Maintenant, il faut passer par l'agence, par son agence, justement. Mais tant mieux, c'est très simple. Oui, ça vaut la peine de l'inviter. Là, un modèle d'une scientifique absolument incroyable. Donc, voilà, d'autres images de la surface. Je vous mentionne d'autres missions aussi. Il y a une page Wikipédia qui mentionne les missions qui sont actives. Par exemple, il y a la mission Parker Solar Probe qui s'en va au Soleil, là, qui fait à son plus près du Soleil en 2025. Donc, c'est vraiment une mission pour étudier plus le Soleil. La mission DART, qui est rentrée en collision avec un astéroïde. En fait, le but, c'est de voir si on peut dévier un astéroïde. Si jamais on en voit un qui s'en vient vers la Terre, est-ce qu'on pourrait le dévier? Et là, je vous ai mis des petits liens. Là. Je ne pèserai pas tous, là, mais si vous voulez voir la surface d'un astéroïde de près, là, c'est quand même trippant de voir la sonde qui se rapproche avec sa caméra puis qui prend des vidéos. Donc, je vous ai mis des liens. Et Rosetta, là, sérieux, ça vaut la peine d'aller sur un site. Puis je vous le mentionne parce qu'il est aussi dans mes liens à la fin. Le site Astronomy Picture of the Day. Le site web a l'air d'être des années 90 et honnêtement, il l'est. Moi, j'ai commencé par en apprendre beaucoup en astronomie avec ce site-là à la fin des années 90. Chaque jour, il y a une nouvelle photo. Mais ça, c'est l'option Search. Et puis, si je fais une recherche pour Rosetta Mission, ça va me donner plein de photos de la surface de la comète, par exemple. Ça, c'est vraiment une photo de la surface de la comète. Moi, je trouve ça trippant à regarder, là, vraiment. Là. Donc, vous voyez, là, il y en a plein d'autres. Là. Donc, c'est un bon site pour aller chercher, justement. Moi, quand je cherche les meilleures images d'une sonde, je vais sur le site Astronomy Picture of the Day et je vais faire une recherche. Je vais vous montrer le site. Là, ici, j'ai pris le site vraiment qui est juste search, là, mais à chaque jour, il y a une nouvelle photo avec une petite explication en anglais. Là, il y a l'option search ici. Mais ça vaut la peine de le regarder à chaque jour. Vous allez en apprendre énormément en astronomie si vous le regardez chaque jour. Maintenant, avec Google Translate, vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours le faire traduire aussi. Bon, finalement, je veux terminer. Il me reste juste quelques minutes pour montrer que représenter le système solaire à l'échelle, c'est très difficile. Tu sais, on peut représenter le système solaire de plein de façons.
mais c'est pas toujours des bonnes représentations. Ça amène des conceptions erronées dans nos têtes parce qu'on a l'impression que le système solaire ressemble à ça. En réalité, les orbites, c'est plus comme ça, mais en même temps, les orbites ne sont pas là dessinées dans le ciel. Tu sais, si on avait une photo du système solaire vue d'en haut, ben, on verrait le Soleil, puis probablement peut-être un petit point ou deux qui seraient des planètes. Ça serait dur de les identifier avec les étoiles en arrière-plan. Donc, on peut pas, si on veut voir les objets, il faut les grossir, mais là, ça donne de fausses représentations. Ici, ben, ils sont tout enlignés. Les grosseurs sont peut-être bonnes, mais vraiment pas les distances. Fait que c'est très difficile à représenter. Donc, une chose intéressante, ça peut être de faire des modèles. Et en fait, je vais juste. Attendez un petit peu. Earth is a big place. If Voyons. you could drive around the J'essaie juste entire de couper le planet, son. it would take more than 16 days of non. Hey, je suis pas capable de revenir à mon option du son. Mais regardez, je veux juste vous amener. Je vais vous le montrer comme ça, je pense. Hey, j'aimerais vraiment ça. Voyons. Pourquoi je peux pas le couper? Ah, OK, bon. OK. On voit juste rapidement. Ah, là, je suis prête à revenir faire avancer la vidéo. OK, donc là, on voit les distances et les planètes les distances et les grosseurs qui n'étaient pas à l'échelle. Là, on va mettre les grosseurs à l'échelle, mais pas les distances. Et là, vous allez voir, on va changer ça encore plus pour amener les distances à l'échelle. Mais là, les planètes vont devenir extrêmement petites. On les verra pratiquement plus. Donc, c'est difficile à représenter parce que si on veut que ça soit intéressant comme image, on n'a pas le choix de grossir les planètes. Et là, dans le fond, voilà, maintenant, vous avez le système solaire à l'échelle en termes de distance. Mais là, les grosseurs, on les a grossis pour pouvoir les voir parce que sinon, on ne verrait rien. Donc, c'est un peu, je l'aime cette vidéo-là, justement, pour montrer comment que ça change dans ce temps-là. Donc, une façon de le faire, ben, moi, je vous invite fortement à recréer un système solaire à l'échelle dans votre cours, dans votre classe. Dans votre classe, là, ça va être très, très, très petit. Là, vous allez perdre vos morceaux qui vont servir de planète, là. Dans la cour ou dans le quartier, ça commence à avoir plus d'allure. On a un site web qui vous aide. Charline, si je me souviens bien, tu faisais partie d'une de celles qui l'avait fait, je crois, à l'extérieur, ou peut-être pas. Je ne sais pas si ici, il y en a qui l'ont déjà fait. On l'avait fait avec École en réseau il y a plusieurs années. C'était adorable de voir les jeunes, les photos que ça avait données, parce que certains, tu sais, là, ils avaient perdu le pois chiche qui représentait Jupiter, ou ils avaient perdu Mercure. Là, il fallait qu'ils mettent des pancartes où ils les laissaient en chemin parce qu'après ça, ils étaient plus capables de les retrouver. Mais sur notre site web, justement, vous décidez de la grosseur que vous voulez pour le soleil. Vous pouvez le rentrer manuellement ou décider, disons, on prend un ballon d'exercice. Ça va vous calculer le diamètre de chacun des objets qu'on a ici. Aussi la distance. Et là, vous pouvez même aller le faire afficher, si vous centrez sur votre école, par exemple, et vous pouvez faire dessiner les orbites. Je vais juste revenir en arrière. Moi, j'habite à Thetford Mines, je l'ai fait centrer sur la polyvalente de Thetford Mines et on peut voir les orbites. Là, il faudra aller très loin pour les derniers objets. On ne se rend pas jusque-là, mais des fois, se rendre au moins jusqu'à Jupiter, là, Saturne, ça donne déjà une très bonne idée à quel point c'est loin et que les objets sont très petits. OK, vous ne l'avez pas fait finalement, Charline, c'est bon. Je vous le recommande, même le faire vous-même, là, tu sais, juste de choisir les objets déjà, c'est comme impressionnant de voir à quel point c'est petit, puis là, de réaliser, il faudrait se rendre jusqu'où. Ça vaut la peine de le faire. Il me reste 2 minutes, là, je vois que j'arrive à l'heure. J'avais trop de choses à vous partager, désolée, je déborde un petit peu. Euh, un autre modèle qu'on peut faire à ce moment-ci, c'est juste pour les grosseurs, ce n'est pas les distances, mais c'est dans notre guide d'activité pour les groupes parascolaires, on prend de la pâte à modeler. Et ce qui est impressionnant, là, c'est que c'est peut-être plus difficile à faire avec plusieurs groupes parce qu'il faut quand même un 3 livres de pâte à modeler au départ, là. Mais après ça, on sépare ça, disons, puis là, on fait Jupiter, on fait Saturne. Et à la fin, on se retrouve avec des miettes pour faire les petites planètes. Et même moi qui savais les grosseurs, de le faire de cette façon-là, c'est vraiment impressionnant. Donc, je m'étais inspirée d'une activité aux États-Unis, je l'ai adaptée un petit peu. Allez voir, justement, vous pouvez me voir la faire. On a fait une petite vidéo, donc vous pouvez toujours la voir aussi, là. C'est vraiment intéressant à faire. Euh, ben ça, c'est juste une vidéo, je ne la montrerai pas. C'est en anglais, mais c'est une vidéo de 7-8 minutes. Incroyable. C'est un système solaire à l'échelle qui est refait dans le désert. Très, très belle vidéo. Je vous recommande de la regarder au moins vous-même. Et je termine avec les points importants, dans le fond, que je voulais un peu. Les points qui ressortaient en préparant ce webinaire-là, c'est que le système solaire est plus grand que vous l'imaginez. Quand on le fait à l'échelle, on se rend compte à quel point il y a du vide entre les planètes. C'est assez impressionnant.
Le système solaire, c'est beaucoup plus que le Soleil et les planètes. Il y a plein d'objets intéressants, les lunes particulièrement. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Il y a des lunes tellement fascinantes. Donc, justement, certains objets méconnus sont les plus intéressants. Sont très variés aussi les objets du système solaire. Il y a des surfaces variées, la météo extrême, des mondes glacés et des montagnes de glace. Bref, c'est très varié, c'est pas tout la même chose. Puis, ben, comme toujours, je vous invite à sortir dehors et observer les planètes dans le ciel, puisqu'on peut le faire et c'est quand même, ça rend ça très concret là, pour nous. Je vais aussi vous mentionner d'autres sources. Astronomy Picture of the Day, je vous l'ai mentionné. Le site interactif Eyes on the Solar System, pour explorer l'émission. Et amusez-vous, il est un petit peu moins intuitif, je trouve. On peut se perdre dans les options, mais c'est intéressant. Notre liste d'écoute d'Astro à la maison, justement, de 2020 et les épisodes sur le système solaire, notre tutoriel pour Stellarium. Et je vous montre, lui, rapidement. Il est tout simple, ça semble être un individu qui a fait ça, mais il est très bien fait. Ça, c'est pas une équipe, c'est pas un hasard ou rien comme ça, là. On part avec le système solaire vu de dessus. On peut aller sur le côté, voir à quel point c'est plat. Ça, je trouve ça déjà pertinent. Là, les lignes en arrière, c'est les constellations d'arrière-plan, là. Mais tu sais, de voir à quel point le système solaire est quand même assez plat, mais de voir, par exemple, l'orbite de Pluton, qui est quand même inclinée par rapport aux autres, c'est intéressant à voir. Et là, on peut faire avancer le temps, voir comment que ça bouge lentement loin dans le système solaire, mais que si on arrive à le système solaire interne, ça bouge vite. Juste ça, moi, je me souviens encore quand j'ai découvert un site comme ça pour la première fois, ça m'a vraiment aidé à comprendre le système solaire. Donc, je voulais vous le mentionner. J'aime ce petit appli-là qui est en ligne. Alors, voilà, j'arrête ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais repartager les slides si vous les voulez. Il y a plein de liens, là, justement. Donc, utilisez-les. Utilisez ce que vous voulez dans ça, là. C'est là pour vous. Les crédits sont donnés là, partout aussi. On s'assure sur des bonnes informations. Puis, si vous avez des questions, encore une fois, là, si vous voulez parler, tout le monde, vous avez accès à ouvrir votre micro. Ça me ferait plaisir de prendre vos questions. Et n'hésitez pas à m'écrire que vous essayez des choses, vous avez besoin, OK, j'aurais besoin de telles ressources. Là. Des fois, ça nous aide, nous, à s'enligner pour les prochaines ressources. Bravo, ben, merci des commentaires, là, c'est très intéressant. Merci, Charline. C'est le fun, j'aime ça commencer à vous connaître de plus en plus. Là. Quand je reconnais des noms, là, c'est toujours le fun. Ben, bonne soirée, vous avez à partir. Voyons, j'ai manqué quelque chose, j'ai l'impression. OK, non. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je pense que je vais arrêter l'enregistrement pour là.